Salut, installe-toi, prends-toi un café, un thé, une eau pétillante pour les plus foufous. La vidéo va être un peu longue, on va parler de Renault. Je vous voir les yeux. Parlez, un petit peu. Voilà, la blague est faite, on peut commencer la vidéo. Alors, pour tous ceux qui vivent au fond d'une grotte, ou en Lozère, ça va, on rigole les Lozériens, calmez-vous, rangez votre lance et votre massue. Eh bien, Renault, c'est une entreprise française qui fabrique des voitures depuis plus de 120 ans, ce qui en fait une des 10 marques de voitures les plus anciennes au monde. Et cette marque, elle vient en fait de la tête d'un certain Louis Renault. Tu mens pas que c'est pas vrai? Ouais, étonnant, dis donc. Qui s'est amusé à l'époque avec une voiture avec des gros guillemets, j'ai fait les guillemets avec les doigts, tu t'en remettras, parce qu'en fait il s'agissait plus d'un tricycle à moteur, le tricycle de Dion-Bouton. Tricycle auquel le petit Louis va faire d'énormes modifications, parce qu'il va rajouter une roue. C'est du génie! Bon, en vrai, il va faire un peu plus que rajouter une roue, parce qu'il va carrément développer une boîte de vitesse, spécialement pour ce tricycle, cet ancien tricycle devenu une voiture à 4 roues, une boîte qui va tellement bien marcher que lorsqu'il va faire ses petits tests dans Paris, et ben rien que le soir où il va faire ses premiers tests, les gens vont être tellement choqués que dans la soirée, et ben il va se retrouver avec une douzaine de commandes. Alors, vu le succès à venir de cette calèche à moteur, hein, disons-le clairement, Louis et ses frères vont s'associer pour créer la société Renault frères. Bon, au moins tu sais que le budget il est pas parti dans le nom. Bon, j'ai dit s'associer, mais en vrai c'est plutôt Marcel et Fernand, les deux autres frères du coup, qui vont diriger la société, et Louis ne sera même que salarié au début. C'est honteux! Et il s'occupera de la conception des voitures, dont la Type A. La Type A qui sera la première à sortir d'usine, vendue 3500 francs. Pas cher, tu te dis, à l'époque c'est 10 ans de salaire d'un ouvrier. À l'époque, l'automobile, c'est une révolution. C'est un peu comme si aujourd'hui je te vendais une voiture volante pour 10 fois le SMIC annuel. J'ai pas le calcul en tête exact, mais je pense qu'en vrai, c'est pas si déconnant. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc nos amis fondent leur petite entreprise, et qu'est-ce que tu fais quand tu construis des voitures et que tu veux faire parler de toi? Tu fais de la course automobile. Et c'est beau de se dire que les débuts de Renault, c'est essentiellement en course auto en fait. C'est français. Bon, c'est un peu moins beau de se dire que Marcel il se tue dans un accident de voiture quelques années plus tard. En course, bien évidemment. Alors effectivement, il fait une sortie de route durant une course avec une 40 chevaux de l'époque, si je dis pas de bêtises, à plus de 100 km/h. Alors déjà, aujourd'hui, faire une sortie de route à vitesse d'autoroute, ça pique un peu. Alors à l'époque, je te laisse imaginer. Ça fait paf! Bon, c'est pas pour autant que Renault va arrêter de faire de la course automobile. C'est pas pour autant que Renault va arrêter de faire de la course automobile, c'est juste que maintenant, ils vont engager des pilotes professionnels, et ce sera plus les patrons qui feront la course. Eh oh, tu parles à une tronche! J'ai vraiment dit cette phrase. Et on arrive ensuite en 1914. Et qu'est-ce qu'il se passe en 1914 ? Oui, c'est ça, c'est la première manche de la Coupe du Monde du tir à la carabine. Et qu'est-ce que tu fais en tant que constructeur automobile quand le monde entier se tape dessus ? Eh ben, tu construis des voitures pour aller taper sur les méchants. Donc Renault construira des tanks. Les fameux chars Renault FT, qui vont d'ailleurs très bien marcher parce qu'ils seront honorés par les Alliés en 1918. On va voir que c'était pas exactement la même chose pendant la deuxième manche. T'as compris ? 39-45, Charlie Chaplin qui aime beaucoup trop son four à pain. J'ai glissé, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Bienvenue, abonne-toi, hein, surtout n'hésite pas. Hein. Bon, effectivement, on arrive dans la période. On arrive dans la période un peu sombre de Renault, plus particulièrement de Louis Renault, alors qui est directeur maintenant, je l'ai pas dit, mais depuis 1909, et depuis la mort de ses deux frères, c'est Louis qui a repris la direction de l'entreprise. C'est moi le patron! Et il va y avoir deux versions qui diffèrent. La première, c'est que en 1936, le petit Louis a la merveilleuse idée de rencontrer Voldemort, On est à deux doigts d'un dérapage. devenu maintenant chancelier, dans le but de conclure une alliance économique afin de garantir la paix. Juste pour la paix. Oh,
Eh ben voyons. Bon, tu connais la suite, la moitié nord de la France est envahie par les méchants, les usines Renault aussi, et elles sont donc réquisitionnées pour produire des véhicules pour les Allemands, et Renault voulant éviter tout risque, quand Charlie Chaplin demande de produire plus, eh ben ils produisent plus, et même quand l'usine est ravagée par des bombardements, tu pourrais dire qu'en bon français bien casse-couille, C'est français. on ferait traîner les choses pour la reconstruction, pour qu'on ne produise plus pour les méchants. Mais non, en tant que bon industriel, notre ami Louis Renault va faire reconstruire très rapidement l'usine, mais tout ça pour éviter que les ouvriers ne soient déportés en Allemagne. Bien évidemment. Bon, la deuxième version, c'est juste que la guerre, ça rapporte des sous-sous, les sous-sous, c'est bien. La première guerre, ça va rapporter plein de sous-sous à Renault, avec la production de chars, de moteurs pour avions, et aussi que le petit monsieur, il est un peu atteint de la maladie, et qu'il aurait plus trop toute sa tête. Aujourd'hui, je vais acheter 1 million de V-Bucks. Ce qui n'empêchera pas le petit Louis d'être jugé pour collaboration à la fin de la guerre, où il sera emprisonné, et où il y mourra quelques semaines après. Alors là aussi, il y a deux versions. La première version officielle, c'est qu'il y est mort de sa maladie, justement, d'un stade avancé. La deuxième version vient avec l'autopsie. Il se pourrait éventuellement que l'autopsie ait décelé une certaine nuque brisée. Oh. Alors oui, c'est une maladie qui s'attrape très facilement en prison, la nuque brisée aiguë. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Donc ça, c'était la partie pas très drôle de la vidéo. On arrive après la guerre. Renault est nationalisée et donc va essayer de produire pour remotoriser la France. Et elle va produire une voiture que tu connais sûrement, la 4 chevaux. On en a parlé un petit peu dans la vidéo d'Alpine, que je te mets en description, tu connais. Et la 4 chevaux est donc un banger absolu à l'époque, parce que c'est juste la voiture qui sera la plus vendue en France pendant les presque 10 années qui vont suivre. On était content. Alors il y a plusieurs anecdotes que je me dois de te raconter sur cette voiture, comme par exemple que cette voiture n'a failli jamais exister. Pourquoi tu te demandes? Parce que tout simplement, Louis ne voulait pas produire de voiture d'après-guerre pendant la guerre, et du coup elle a été produite en Tsum, du coup sous le nez de Louis mais aussi des Allemands, et que l'unique prototype a failli disparaître dans, le bombardement dont on parlait juste avant. Savais-tu aussi que la 4 chevaux était un prétexte pour mettre la main sur un certain Ferdinand Porsche? Ce nom te dit peut-être quelque chose. Effectivement, Monsieur Porsche, qui était un des grands cerveaux de l'automobile en Allemagne, était aussi un grand copain de Monsieur Chaplin. Et Monsieur Ferdinand Porsche a fait des vilaines bêtises en 39-45. Des vilaines bêtises. Qu'il est méchant. Il a réussi à passer entre les mailles du filet à la fin de la guerre, et comme c'était un grand acteur de l'automobile allemand, les Français lui ont dit « Eh, Monsieur Porsche, venez voir, on a une petite voiture là qu'on va sortir, elle est pas mal, ça serait bien que vous veniez donner un petit coup d'œil là sur la nouvelle voiture. » Et lui, se doutant rien, il est venu, et paf. Prison. Alors, rien à voir, mais il est bon de préciser qu'il est dangereux pour la santé d'être directeur chez Renault. Pourquoi je dis ça? Parce que le directeur en place en 1955 se voit, lui aussi, briser la nuque. Alors non, il n'était pas en prison. Lui, c'est un accident de valise. Alors, je vais t'expliquer, parce que là, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Lors d'un accident de voiture, le monsieur s'est retrouvé brisé la nuque par sa valise qui était à l'arrière, mal attachée, et qui a été directement projetée dans sa nuque, t'auras compris. Donc il faut aussi préciser qu'entre 1903 et 1986, ça fait quand même 4 directeurs de Renault qui se sont fait assassiner ou briser la nuque. Faudrait mettre une petite note en bas du contrat. Exercer la fonction de président de Renault peut engranger des risques pour la santé. Mangerbouger.fr. Bon, on revient dans les années 60, et en plus de casser pas mal de cul avec la 4 chevaux en course, Renault va relancer un petit modèle populaire, parce que ça se vend bien et que l'argent c'est cool, que tu connais sûrement aussi, la Renault 4. Ce nom te dit rien? Si je te dis 4L? Ah ça? Ah oui. Bah la 4L, c'est un putain de banger, parce que c'est comme une Citroën 2 chevaux, en mieux, de partout. Elle reprend la traction comme la 2 chevaux, qui est une première d'ailleurs chez Renault, ce qui donne une voiture beaucoup plus saine à la conduite, dans le sens, ce qui donne une conduite beaucoup plus saine à la voiture. Elle est plus puissante que la 2 chevaux. C'est pas bien compliqué quand tu dis que la 2 chevaux fait 70 km/h maximum. Ça rase dans une chariote du diable. Elle a plus de place que la 2 chevaux. Oui, parce que la 4L c'est un dessin d'enfant, hein, c'est tout cubique. Mais au moins, bah t'as de la place dedans comme ça. Et ça marche tellement bien que c'est 8 millions de voitures vendues. Ça fait beaucoup. Peut-être que ce nombre te dit pas grand chose. Pour comparer, tu vois la Clio 4 qu'on voit à tous les coins de rue. La Clio 4, c'est 4 millions de ventes. Bon, alors à nuancer aussi un petit peu, c'est que la 4L, elle a été au catalogue pendant 31 ans. Ça fait beaucoup là, non? Je vais t'enculer. C'est comme si aujourd'hui, t'allais en concession pour acheter une voiture neuve et que tu pouvais trouver des trucs qui étaient conçus en 1992, genre une Fiat Cinquecento par exemple.
Non, tuez-moi. On a vu que Renault c'était des voitures tout public, mais on a vu aussi que Renault ça a commencé dans la course. Et ils se sont pas arrêtés. Dans les années 80, ils vont sortir la descendante de la 4L, qui elle-même descend de la 4 chevaux, la Renault 5, qui est un banger déjà encore une fois dans sa version de route, mais encore plus dans sa version de course, que tu connais sûrement aussi, la Renault 5 Turbo, ou Turbo 2 dans sa phase 2. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que en groupe B, tu te retrouves avec une voiture qui fait plus de 320 bourrins pour 900 kg. Autant te dire que ça m'a été fait, c'est jusqu'en 87, hein. Alors, faire la bagarre avec les voitures, c'est cool, mais ça demande de la thune. Et comme tout bon constructeur qui se respecte, Renault dans les années 90, surtout avec le contexte un peu tendu de l'époque, va essayer de racheter à tout va. Comme par exemple avec Volvo, que tu connais, enfin j'imagine, pour ses voitures, mais à l'époque c'était plus pour les camions que Renault s'intéresse à Volvo. Alors dans ce cas-là, c'était pas un rachat, c'était plus une alliance, et une alliance qui va pas très bien se passer, parce que Renault ne veut pas céder plus de 20% de ses parts, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle de l'entreprise, ce qui fait que Volvo prend peur aussi de son côté. Les Français sont cons, les Suédois ont peur, au bout de 3 mois, l'alliance elle était finie. On dirait moi que mes ex. Donc pareil, hein, guéguerre pour Skoda avec Volkswagen. Après la fin du communisme, Renault se dit que ça serait pas mal de racheter des petites marques des pays de l'Est pour faire du low cost. Sauf que Renault est encore nationalisé à cette époque-là, et ça chauffe pas trop Skoda. Et de l'autre côté, on a Volkswagen, qui était déjà beaucoup plus proche de ces marques-là, qui va arriver, qui va faire tranquillement passer ça hop 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 dans sa poche. Ce qui fait que Renault ne pourra pas racheter Skoda, et comme Renault a faim, très fin, tu vois, il va se rabattre sur la copine un peu édentée qui louche dans le fond de la salle, et ben il va racheter Dacia en 99, qui était aussi une marque du pays de l'Est. Je précise au cas où. Alors sinon, Renault a aussi fait des alliances avec les pays de l'Est, genre encore plus loin, donc les pays asiatiques, avec Nissan, Mitsubishi, ou même Samsung Motors. Oui, Samsung fait des voitures en Corée, je crois. Et d'ailleurs, ça arrivait plusieurs fois et très fréquemment que Renault vendait Renault, du coup, badgé Samsung dans ces pays là-bas. On a par exemple la SM6, qui est en fait une Renault Talisman, et le QM6, qui est le Renault Koleos. Mais ils l'ont fait aussi dans l'autre sens. À la boulette. C'est-à-dire vendre des Samsung badgés Renault. Comme par exemple la Renault Fluence, qui est une SM3, qui est un bide monumental. On peut parler aussi de Renault pour leur côté innovatif. Alors ouais, Renault ont aussi créé des trucs qui ont ruiné le game. Je parle par exemple du Renault Espace, sorti à la fin des années 80, qui était réellement la première voiture à proposer de l'espace. À l'époque, t'avais le choix entre un gros break de 5 mètres de long ou rien. Et Renault va arriver, il va prendre l'espace, il va le poser là, et il va créer le segment des monospaces, rien que ça. Ils vont ensuite niquer le game avec la Twingo de première génération, qui va sortir à peu près en même temps que l'espace de deuxième génération, qui est une des premières voitures monocore, genre c'est une patate le truc, hein, même un gamin en maternelle te fait un meilleur dessin que ça, mais encore une fois, au moins, t'as de la place dedans, et t'as une caisse qui est minuscule qui rentre partout, et si tu regardes bien, ça ressemble à un espace miniaturisé. À la base, l'idée c'était de vendre ça comme première voiture pour les jeunes permis. Sauf que quand t'es jeune permis, bah t'as pas de thunes en fait pour acheter une voiture neuve. Bon, sauf toi, Jean Sidonie qui habite dans le 16e. Une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un peu voyou. T'achètes une R5 d'occasion ou une 205 d'occasion, mais t'achètes pas une Twingo. Du coup, c'est les darons qui ont acheté ça comme deuxième ou même troisième voiture pour leur foyer, parce que c'était considéré comme une voiture rigolote, pratique, pas chère à l'entretien. Renault, ils ont visé une cible et ils t'ont fait le strike sur la piste d'à côté. Ah, et puis Renault, c'est aussi des flops, hein. Genre, dans le segment des monospaces, par exemple, ils avaient tout. Ils avaient le mini monospace avec la Twingo, ils avaient le maxi avec l'espace, mais il leur manquait un truc. Le monospace plaisir, le monospace coupé. l'Avantime. Alors, oui, mais Non. si tu veux une voiture plaisir, t'achètes pas un monospace, même s'il est coupé. Je connais cette théorie, oui. Ce qui a donné naissance à cette bizarrerie, qui est, oh surprise, un échec commercial, t'as pas idée. Bon, en tout cas, ils ont poussé l'idée du monospace coupé au maximum, parce que t'as même une option qui te permet de baisser toutes les vitres qui n'ont pas de montant sur la voiture, d'ouvrir le toit ouvrant, ce qui te donnerait presque l'impression de rouler dans un monospace décapotable, avec un V6 de 3 litres, c'est génial. Pour aller même encore plus loin dans le délire de l'espace et du monospace, ils t'ont fait aussi des petites dingueries vu qu'ils étaient engagés en Formule 1, on en parlera un peu après. Ils t'ont sorti un espace Formule 1, l'espace F1. Oui, une vidéo tout de suite.
Alors, on est actuellement à 3 jours de tournage, mais on va parler quand même rapidement de Renault Sport. Enfin, feu Renault Sport. Putain, je suis parti trop tôt. Parce que, alors oui, si tu ne savais pas, Renault Sport a fermé ses portes depuis 2022, car remplacé par Alpine. Alors encore une fois, on va voir la vidéo. Enfin, fini celle-ci, et après, on va voir la vidéo. Renault Sport, bah en fait, c'est vachement vieux, parce que ça date de 1976. Bon, à l'époque, c'était seulement pour la compétition. Et on les connaît surtout pour leur qualité de motoriste en Formule 1. Ils étaient vraiment pas mauvais. Il y a quelques pilotes, alors pas très connus, qui ont gagné avec des moteurs Renault. Alors quand j'ai dit pas très connus, je veux dire... Alain Prost, Sébastien Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, connais pas. Explosion! Bon, et sinon, le premier véhicule badgé RS qui est sorti pour la route, c'est perdu, c'est pas la Clio RS, c'est la Renault Spider RS. Tu connais pas, c'est normal, ils en ont vendu seulement 2000. Mais c'est très drôle parce que on dirait un jouet le truc. Le nouveau Spider RS, le premier fascicule avec la roue avant droite et le volant à 1,99€ seulement chez ton marchand de journaux. Altaïa. Et puis après, tu les connais sûrement toutes. Clio 2, 3, 4 RS. La première étant la Clio 2 RS, une version un peu conne. La Clio 2 V6, qui est un petit cercueil, surtout phase 1, parce que la voiture était, disons-le, pas terminée quand elle est sortie. Ce qui la rend un petit peu... joueuse, disons-le. On va mourir maintenant! Et surtout, on a la fameuse Mégane RS, la fameuse mangeuse de courbes, une des reines de sa catégorie, parce que on va parler du Nürburgring. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, on va faire rapidement. Donc, comme son doux nom l'indique, Nürburgring est un circuit en Allemagne, un circuit qui est également une autoroute. Ouais, c'est un peu compliqué, on peut faire une vidéo dessus si vous voulez des détails. En gros, c'est un des circuits les plus exigeants pour les voitures. Et la Mégane R26R a obtenu le record sur ce circuit en 2008, battu 3 ans après par la Mégane 3 RS en version Trophy, qui a été battue par une Honda Civic, mais qui a été rattrapée derrière par la Mégane 4 RS en version Trophy R. Donc 3 générations de Mégane, 3 records sur le Nürb, ça donne une petite idée de l'efficacité du jouet. Bon, et ces dernières années, Renault, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, au courant des années 2000, Renault, ça donne des voitures qui sont particulièrement pas fiables. Surtout sur l'électronique, c'était le cas chez tous les constructeurs dans ces années-là, mais particulièrement chez les Françaises et chez Renault. Et l'entreprise a aussi enchaîné pas mal de flops, surtout sur le segment premium. Donc t'avais la Velsatis, t'avais la Fluence, qui était une Samsung SM3 rebadgée. Tu avais les problèmes avec les Laguna qui étaient vraiment mal réputées, surtout les premières, ce qui a entaché la réputation du coup des suivantes. Et on a eu aussi un semi-flop avec la Talisman. Je vais pas trop m'attarder dessus, tu verras dans les prochains jours, enfin prochaines semaines, enfin avant 2030 quoi. Et puis voilà, et aujourd'hui on est surtout sur une électrification des voitures, donc comme chez tous les constructeurs. Comme on a dit, le sport c'est chez Alpine, ce qui fait qu'on va avoir des SUV badgés Alpine électriques de 2 tonnes. C'est génial. C'est génial! Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas envie de faire le montage. J'espère que ce format un peu plus long vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, la petite cloche, le petit like, tu connais, le petit chèque de 100 000 €, je plaisante bien sûr, 10 000 seront suffisants. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.